Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir crypter vos données, mais d'avoir des problèmes où votre code SQL est appelé d'un côté en link to SQL et de l'autre côté en procédure stockée? Or, vous devez automatiquement et obligatoirement mettre en place la RGPD dans votre projet et vous êtes bloqué. Quelle solution avons-nous? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de Dev to be Curious, de la chaîne podcast Dev to be Curious. Bienvenue sur notre chaîne, sur votre chaîne, la chaîne des développeurs et des développeuses curieux et curieuses. Nous allons parler fonctions et procédures stockées CLR. On a fait un article sur le blog de Dev2BCurious avec des illustrations par rapport à ça. Ici, on va décrire un peu les tenants et aboutissants et pourquoi nous avons choisi ce principe-là pour un des projets clients. Alors en fait, le projet, pour le décrire sans le décrire, c'est-à-dire sans dire quel client, etc., mais juste du point de vue technique, c'est un vieux projet qui date des années 2010, 2008-2010, et on est en train de le maintenir, de le mettre à jour. Et ce projet a du côté code SQL des procédures stockées et de l'autre côté les mêmes appels mais du côté link to SQL. On va appeler des tables directement link to SQL. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, link to SQL, c'est l'ancêtre de Entities et il est dédié à SQL Server. Mais c'est quasiment les mêmes fonctionnalités. Et on veut crypter nos données. Donc ça veut dire quoi? Avoir en base de données non pas pour certaines colonnes, le nom, le prénom visible, mais avoir des données qui soient cryptées, donc illisibles, qu'elles soient hachées, cryptées. Très bien. Comment faire? Eh bien, il y a plusieurs choix qui se proposent à nous. Le premier, ça va être de choisir le masque HO. Le masque HO, c'est une fonctionnalité qui existe dans les dernières versions de SQL Server depuis 2012, et c'est une fonctionnalité qui est très puissante du côté SQL Management Studio par exemple, ou du côté requêtage SQL via un SQL client. À savoir que quand on veut afficher les éléments, sur les colonnes qu'on dit masquables, eh bien en fait, on va pouvoir les masquer et dire, au lieu de récupérer par exemple un email, on va récupérer xxx@xxx.com. Comme ça, on ne peut plus comprendre qui c'est comme email et donc on anonyme la colonne. Donc ça, c'est super. Cependant, en fait, c'est facilement hackable cette partie-là. Donc on va aller un peu plus loin. L'autre possibilité, c'est de se dire que on va avoir des échanges entre le client et le serveur, donc entre notre application et la partie SQL Server, donc notre base de données, des échanges dits cryptés. Très bien, donc c'est la partie TLS. On peut l'activer, mais pour ça, il faut un SQL standard minimum, et il ne faut pas un SQL Server Express. Et donc, il faut payer une licence bien, bien chère. Donc ça, on ne va pas le choisir pour ce projet-là, et ça y réfléchir pour votre projet à vous. Quelle autre solution on a? Eh bien, une des dernières, il en reste deux, c'est soit l'encrypted colonne, soit le always encrypted. Alors, l'encrypted colonne, c'est quoi? Par colonne, on va dire j'encrypte. Très bien. Mais là, ça va avoir pas mal de complications avec du link to SQL. Le deuxième choix, c'est de choisir Always Encrypted. Always Encrypted est prévu en fait depuis très longtemps. Ça va être la possibilité de pouvoir encrypter en fait de manière continue tout le temps en fait, toutes nos données. Ça se fait très nativement, on peut choisir même les colonnes à encrypter, et du côté .NET Framework, Ado.NET a déjà en fait le driver mis à jour pour ça, depuis 2008. Donc en fait, ça fait un bon paquet de temps qu'on peut le mettre en place, c'est super. Pardon, j'ai oublié, il reste une autre option. La fameuse TDE. En fait, la possibilité TDE, c'est quoi? C'est d'encrypter via un système de certificat sur notre base de données. C'est beaucoup plus lourd à mettre en place. Et là aussi, SQL standard doit être requis. Donc pareil, ça coûte bonbon, donc on ne peut pas le mettre en place. Donc on va s'orienter vers Always Encrypted. Oui, mais Always Encrypted a deux grosses contraintes. La première, c'est que toute colonne qui est encryptée ne va plus pouvoir être requêtée en fait directement. On ne peut plus faire select mon nom, where mon email, mon nom from utilisateur, where mon email est égal à telle valeur si la colonne email est encryptée. C'est fini, ça plante, il nous le dit d'ailleurs, ça pose problème. Le deuxième problème qu'on rencontre, c'est du côté link to SQL. Même si on a réussi à passer cette étape, eh bien, parce qu'en fait, tu utilises des SQL commandes et SQL paramètres, ça fonctionne bien, eh bien, c'est qu'en fait, il y a un bug dans la link to SQL. Le bug, c'est quoi? C'est qu'on passe de colonnes varchar qui peuvent être à 255 caractères de limitation, puisque nous, on a envie de mettre cette contrainte-là d'intégrité. Eh bien, automatiquement, pour link to SQL, c'est un max, c'est 4000 caractères.
Eh bien, c'est pas du tout le même encodage, c'est pas du tout le même encryptage. Et boum, obligé de s'amuser à tout remodifier. Le moteur Link2SQL, non, merci. Donc en fait, on a un gros blocage à l'utilisation d'Always Encrypted. Alors nous, on est parti sur une autre option qui est beaucoup plus lourde comme décision, puisqu'en fait, on va perdre énormément en performance, mais aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. On va voir si ce choix est bon. On verra si le client l'accepte, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, comme tous les clients. On ne peut pas tout refondre le projet, hein. Ça va être de créer en fait, un système d'encryptage custom. Donc pour ça, on se dit, il existe déjà des systèmes d'encryptage qui sont présents en fait du côté SQL Server. On peut encrypter toutes les colonnes qu'on souhaite sans utiliser le Always Encrypted. Alors, on va pouvoir créer un système de hachage, choisir par exemple une technologie AES, toutes ces parties d'encryptage, c'est super. Et ça tombe bien parce que du côté C#, on retrouve la même fonctionnalité d'encryptage. On a les mêmes algorithmes d'encryptage. Or, eh bien non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le même certificat, en fait, ce n'est pas la même façon d'encoder, puisqu'en fait, il n'y a pas le même encoding derrière. SQL Server a sa façon, en fait, d'utiliser cet algorithme. Bref, en fait, on ne peut pas avoir d'équivalence. Donc, si j'encrypte d'un côté, mes procédures stockées, ça fonctionnera du côté SQL Server, mais je ne pourrais pas décrypter avec les mêmes règles algorithmiques de décryptage du côté C#, du côté Link2SQL. Je suis foutu. Donc, pour ça, on est arrivé à la conclusion qu'il va falloir créer une fonction CLR. Vous savez pas ce que c'est? On va en parler. Une fonction CLR directement depuis Visual Studio. Alors une fonction CLR, c'est quoi? En fait, c'est une fonction développée en C#. Oui, j'ai bien dit en C#, qui est une fonction qui est dans un projet SQL Server, qui est bien du .NET, donc une assembly .NET, qu'on va aller importer dans notre SQL Server. C'est extraordinaire. Il suffira de l'appeler en fait sur chaque colonne qu'on souhaite. Alors vous pouvez choisir soit procédure stockée, soit fonction CLR. Je vous laisserai aller voir sur le blog comment faire, sur le blog Dev2BeCurious. On a décrit comment faire avec des étapes. Et il y a des étapes très importantes après création du projet SQL Server, après import de toutes les procédures stockées déjà existantes et des tables déjà existantes. Il y a d'autres étapes. Il y a une étape hyper importante, c'est d'activer le CLR du côté SQL Server. Donc il y a une option à lancer, c'est une procédure, c'est une option en fait des paramètres SQL Server. Et le deuxième point, vu qu'on utilise le système d'encryptage dans notre fonction CLR, .NET, il va falloir activer le mode unsafe et non safe. Et pour ça, il va falloir la valider pour que l'assembly fasse partie des assemblées certifiées, donc de confiance. Et là, vous verrez, il y a aussi une autre étape. On doit appeler une fonction dédiée pour ça qui permet en fait de valider que notre assembly est add trusted assembly, donc assembly de confiance. Et une fois que c'est bon, tout ça, toutes ces étapes, vous avez tout bon. Ça se fait directement depuis Visual Studio quand vous êtes en développement. Et sinon, il vous crée un script avec un SQL command qui vous permet de générer ça depuis un batch, depuis votre serveur de prod. Et voilà, avec tout ça, le tour est joué. C'est vraiment, ça gagne à être connu, hein, cette partie-là. Déjà, les projets SQL Server, ça vous permet de maintenir toutes vos tables, de maintenir vos procédures stockées du côté Git, puisqu'on va pouvoir committer, archiver, faire des branches là-dessus. Et ça vous permet donc de créer des fonctions et des procédures stockées C#. Et ça, c'est amazing. Je vous invite vraiment à découvrir ça, tester ça et mettez-le en pratique si vous n'utilisez pas, par exemple, le système de migration en .NET Core. Et ici, on est en .NET Framework. Et oui. Vous avez déjà testé? Allez, parlez-moi-en, parlez-nous-en du côté blog. On attend vos échanges avec hâte ou sur Medium, hein, parce qu'on publie aussi tous nos articles sur Medium. À très vite et d'ici là, codez bien. Ciao!